Et maintenant, je vais présenter l'orateur suivant qui nous parle également d'une histoire à succès. Il s'agit de Enon McKinney. Où êtes-vous? Ah, vous voici. Vous venez de l'Institut de santé publique d'Irlande. Voyez, ils ont commencé à applaudir quand j'ai mentionné l'Irlande. Donc, on connaît le ACO Act irlandais. Merci beaucoup pour cette introduction. On m'a donné la tâche impossible de vous parler en 15 minutes d'une très longue histoire. Alors, brièvement, aujourd'hui, nous allons parler du contexte de l'alcool en Irlande. On va parler du progrès des 20 dernières années et examiner l'opposition commerciale. On va voir également les facteurs de changement tels que je les perçois au-delà de l'action des décideurs. Puis, on va voir une étude de cas par rapport à l'étiquetage. Et je vais essayer de vous présenter les ingrédients clés du succès. En Irlande, on a un contexte de consommation de l'alcool. L'Irlande a un contexte historique par rapport à cette consommation d'alcool. Nous sommes une société qui consomme de l'alcool du berceau à la tombe et vous avez 51% des adultes qui consomment de l'alcool. Donc, vous avez probablement lu quels étaient les dangers présentés par l'OMS et la prévalence des troubles liés à la consommation d'alcool en Irlande qui est de 15%. On a pas mal de campagnes qui visent à réduire la consommation d'alcool. Et en Irlande, vous avez pratiquement 600 000 personnes qui ont un problème avec l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre société? En fait, ça veut dire beaucoup de morts et beaucoup de troubles. Ça coûte à notre système quelques 2 milliards par an pour gérer cette crise sanitaire. Nous perdons 4 personnes en Irlande en raison de l'alcool. Et on permet à 50 000 enfants irlandais de commencer à consommer de l'alcool à partir de 14 ou 15 ans. Le secteur de l'alcool dépense 116 millions d'euros à faire de la publicité pour promouvoir l'alcool auprès des enfants. Donc, c'est vraiment un problème. Et quelques 200 000 enfants vivent dans des familles où il y a un abus d'alcool qui pose problème dans leur vie. Voilà, donc vous avez une petite idée de l'ampleur du problème. Donc, quand on a commencé à travailler sur la législation, c'était en 2013 et à l'époque, le taux de consommation était assez élevé. Mais vous voyez un déclin constant avec la ligne verte de la consommation d'alcool. Comme nous le savons tous, il s'agit d'amélioration incrémentale. Voilà ce qui est important, petit à petit. Et on va le voir dans certains des exemples. Vous constaterez que les implications de certaines des mesures qui ont eu lieu s'avèrent déjà fructueuses pour réduire la consommation d'alcool auprès du public. Brièvement, voyez donc ces 20 années de marche vers le changement. La première partie de cette période a été marquée par l'inaction et ensuite par une deuxième partie de progrès. Donc, la première moitié a vu le gouvernement se rendre compte qu'il y avait un réel problème avec l'alcool dans la population. Et après s'être rendu compte qu'il y avait un problème, ils ont commencé par travailler avec le secteur et d'établir
des processus, des fonctions opérationnelles avec un code de conduite de la part du secteur qui aurait dû améliorer la situation. Ça n'a pas été très efficace dans une première partie. Il y a eu un groupe de travail qui a été mis sur pied et entre-temps, on a eu beaucoup de promotion de la part du secteur de l'alcool et une très forte augmentation de la disponibilité de l'alcool dans les magasins. En 2009, on a eu un réel sens de la part des décideurs sanitaires qu'on ne progressait pas du tout et le paysage international de l'époque a été marqué par la stratégie de l'OMS 2010 avec la version européenne qui a suivi en 2012 et que nous connaissons avec les 4 P et le fait que si l'on veut traiter la demande d'alcool dans la population, il faut jouer sur le niveau de prix. Et le gouvernement a établi un groupe de pilotage en 2009 afin de traiter de l'abus d'alcool avec un changement de politique parce que le leadership était alors donné à responsable médical en chef pour donner davantage de dynamisme à un processus autour du contrôle de l'alcool. Le secteur de l'alcool était impliqué à l'époque, il faisait partie du cercle et il y a eu la publication en 2011 d'un rapport de minorité industrielle. Donc, on a bien progressé entre 2009 et 2012. Ensuite, deuxième partie, à partir de 2012, quand la législation a vraiment été adoptée, ce qui s'est passé, c'est que la stratégie a mis en lumière toute une série de recommandations au gouvernement et un alignement avec l'OMS et la stratégie européenne jusqu'à arriver à 2013 avec un accord politique dans un gouvernement de coalition. Et c'était là une grosse évolution. On avait alors un leadership de politique et un champion également par rapport au progrès qui allait suivre. Puis, la situation était un peu lente. Ce n'est qu'en 2015 que le projet de loi a été passé et ensuite le passage au Parlement par la suite avec une analyse qui a pris malheureusement 1000 jours jusqu'à octobre 2016, mais on y est finalement arrivé. L'un des processus très importants, ça a été le processus TRIS européen et je vous en parle parce que, en fin de compte, on a eu une analyse auprès du Parlement et 6 groupes industriels se sont opposés à la législation. À l'époque, nous, je dis oui parce que je faisais partie d'une ONG, donc j'étais impliquée, et nous avons pu rassembler 18 soumissions en Europe pour soutenir la mesure. Donc, en fin de compte, la loi est passée. Et à quoi est-ce que ça ressemble? Voilà, donc ça a adopté la meilleure base de la stratégie européenne et de l'OMS avec un effet sur le produit, sur les prix, sur l'étiquetage des produits d'alcool, le contenu de la publicité, des restrictions, des interdictions de publicité, avec des programmes aux heures tardives, une séparation, une visibilité dans les magasins, une réglementation de la vente et de l'approvisionnement en produits alcoolisés. Chacune de ces mesures a nécessité beaucoup d'interventions de la part de l'ordre et vous pouvez voir qu'on a ici 2 X, c'est-à-dire que ce sont des points qui n'ont même pas démarré. Donc, le contenu de la publicité est assez critique à ce niveau.
Et les programmes en heure tardive n'interviendront qu'en janvier 2025 et des opérations de marketing seront interdites en 2026. Donc, beaucoup d'années de retard, 14 années de retard et pas de garantie qu'on y arrivera vraiment en mai 2026. Alors, brièvement, hein, donc je crois que je n'ai plus que 5 minutes. Donc, je voulais vous parler un peu de l'opposition commerciale, même si Marc et d'autres en ont déjà parlé. Je voulais vous dire quelle en était la situation en Irlande. Donc, les acteurs principaux sont 24 ou 25 organisations, certains qui sont réels, d'autres qui ne le sont pas, mais tous ont un pied dans le jeu en termes d'activité commerciale. Tous ces organismes que vous avez ici à l'écran ont travaillé sur du lobbying, sur de la représentation, ils ont publié des documents. Et à gauche, vous avez beaucoup de producteurs d'alcool. Beaucoup sont des grands noms internationaux, des acteurs commerciaux, des consultants d'affaires publiques internationaux, etc. Bien sûr, ils ont des thèmes favoris d'opposition. Je ne vais pas tous les parcourir, mais en gros, vous les connaissez probablement très bien. Ils s'opposent à un jeu sur les prix par rapport à l'ordre des prix dont ils bénéficiaient précédemment. Ils refusent les preuves disponibles en termes de faits scientifiques, d'étiquetage. Ils contestent le lien avec le cancer. Ils disent que ce n'est pas vrai. Ils l'ont fait à la télévision, à la radio publique. Et même chose, ils refusent énormément de données probantes. Et donc, vous voyez ici les gros titres qui existaient à l'époque. Vous avez la dame à gauche qui est allée à la télévision pour nous dire que nous étions dans le faux, que la science était fausse et que l'OMS se trompait également. Voilà, elle ne dit plus ça maintenant. Donc, le playbook dont Marc a parlé, vous avez les 7 points bien connus, l'attaque de la science, l'intimidation des messagers, les faux débats avec la réputation irlandaise qui était sur le point d'être attaquée, de la désinformation, donc de l'influence, agir d'influence sur l'agenda politique, etc. Voici donc l'approche de l'industrie. En 2021, on a essayé de voir à quoi ressemblait ce lobbying et en une année, on a vu que 351 occasions avaient vu des actions de lobbying. En Irlande, on a un registre du lobbying, donc on peut compter les interventions de l'industrie de l'alcool. On a eu un engagement avec 8 ministres du cabinet, 36 engagements avec les ministres d'État, etc., etc. Ils ne sont jamais loin, ils ne sont jamais hors des bâtiments politiques et ils sont là 3 fois par jour au sein du Parlement. Alors, les facteurs de changement, c'est important de se rendre compte que les groupes de société civile, les groupes sanitaires, etc., comme Catherine nous l'a parlé, sont très importants. Il est essentiel d'avoir un seul message où tout le monde parle d'une seule voix. Bien sûr, il s'agit de groupes très diversifiés, mais c'est essentiel de faire front. Bien sûr, on travaille également au niveau de l'Europe et c'est un travail qui est devenu très important en raison des études de cas autour de l'étiquetage. Ça figure sur toutes les bouteilles en Irlande et il y est écrit sur cet étiquetage qu'il y a un lien direct entre l'alcool et le cancer du foie.
L'examen par l'Europe en 2022, notamment par rapport aux dispositions d'étiquetage, a remporté plus de 90 soumissions, 60 défenseurs de la santé publique internationaux. Donc, on remporte des succès, mais à nouveau, ce processus nous a beaucoup aidés parce qu'il a montré qu'il n'y avait pas seulement un soutien national en Irlande, mais également un soutien européen et un soutien international. Voilà, encore quelques minutes et j'aurai terminé. Donc, voici quelques titres qui ont été générés à l'époque par le secteur. Remarquons les pays opposés qui étaient les mêmes qu'en Irlande et ils étaient également dans les médias irlandais. Ils ont généré ce type de titre sans en mentionner trop. Je pense qu'il est assez évident de voir qui étaient les opposants à l'époque. Puis, brièvement, donc je vous ai dit, 20 années d'histoire en 15 minutes. Quelle a été l'efficacité jusqu'à présent? Alors, on voit une réduction de 14% de la consommation d'alcool de la population depuis 2012. Donc, moment de la décision politique de démarrage du processus. Réduction de 7% chez ceux qui ont bu de l'alcool ces 12 derniers mois par rapport à 2018. La consommation d'alcool est diminuée à 9,9 litres contre 11,6. On voit également une influence par rapport aux enfants et aux jeunes gens, ce qui est vraiment une bonne chose. Et je pense qu'une étude a été faite par Sterling par rapport aux publicités au cinéma. On voit également une belle réduction. Quelques défis encore. On a un problème avec l'efficacité par rapport au prix. On a l'impact de l'inflation. Et le plus critique de tout, nous devons être conscients de produits substituts zéro alcool qui permettent la promotion de l'alcool au final. Alors, les ingrédients clés, le leadership des décideurs, essentiel. Un champion politique est également critique. Dans cette bataille, vous devez anticiper les intérêts commerciaux et vous devez être prêt à les combattre. Et ça, c'est un travail vraiment de lutte, de défense. Vous devez construire des alliances et vous assurer qu'ils capturent les expériences réelles et aussi avoir suffisamment d'énergie et de courage pour persister et faire preuve de résilience. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir présenté toute cette histoire, tout ce contexte. Est-ce qu'on a des questions de clarification ici? Merci. Vous pouvez nous dire qui vous êtes? Merci beaucoup. Lovis Secreton de IARC, merci d'avoir partagé cette expérience et bravo par rapport au travail accompli par l'Irlande. 2 commentaires. D'abord, pourquoi est-ce que l'étiquette indique que l'alcool augmente le risque de cancer mortel? Quelle est la différence entre cancer mortel et pas mortel? Et ensuite, on parle du cancer du foie, mais en fait, c'est le moins mortel justement qui est mentionné sur les bouteilles d'alcool. Alors, je suis sûre que les étiquettes ont déjà été validées, mais est-ce qu'ils n'auraient pas mieux voulu écrire augmente le risque de cancer en général? Alors, pour retourner au début, il faut que je vous dise que la mesure a été introduite comme un amendement d'opposition à la législation de l'époque. Et la signature est portée par la Société
de cancérologie d'Irlande. L'amendement, à l'époque, c'était en 2017, indiquait, enfin, la phrase qu'il voulait, c'était un lien direct entre l'alcool et le cancer mortel. Et c'est resté le cas jusqu'à présent. Voilà, il n'y a rien de plus que cela, hein. Il n'y a pas eu plus de recherches. C'était comme ça. Et ensuite, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une faveur que je voudrais demander. Ça m'intéresserait d'avoir les références des résultats que vous nous avez montrés. Si on peut se voir par la suite. Merci. Florence, vous aviez également une question? Bonjour. Un commentaire et une question brève. Le commentaire est le suivant. Waouh! J'enseigne le lobbying dans une école de commerce depuis 18 ans. Et votre présentation est exactement ce que j'essaie d'enseigner avec la théorie du changement, les modèles, etc. C'est simplement parfait. Ce que je répète sans cesse, c'est faire du lobby pour la santé publique. C'est un marathon. Et si vous aviez 2 secondes pour dire comment on peut si bien comprendre la politique, l'environnement politique, il n'y a pas que les preuves, même si elles sont indispensables. Waouh, voilà simplement ce que je voudrais dire, c'est mon commentaire. Mais quel serait votre conseil pour ceux qui sont peut-être plus jeunes que nous et qui commencent ce long marathon? Que diriez-vous d'autre que la résilience? Ouf! Sans être trop moraliste, je pense qu'il faut être du bon côté de la ligne. Vous devez trouver les ressources dans votre cœur, vous devez le vouloir. Il y a beaucoup de gens ici dans cette salle. Beaucoup d'entre nous, nous avons de l'expérience familiale par rapport à l'alcool. Je ne suis pas différent de tout le monde, mais c'est probablement un facteur essentiel. Et pour en revenir aux ingrédients, je dirais que il faut bien comprendre la politique, il faut avoir un champion, il vous faut les deux. Si vous n'avez pas ces 2 facteurs, vous ne démarrerez jamais. Et la résilience est également ancrée dans certains facteurs clés. Et une fois que le mouvement est lancé, c'est difficile de l'arrêter. Alors, j'avais une question par rapport au public. Comment a réagi la population irlandaise à la loi? Est-ce qu'il a fallu beaucoup les convaincre? Qu'ils étaient favorables? Est-ce qu'ils ont été utiles dans le processus? Au début, le public était très sceptique. Mais est-ce que ce n'est pas normal quand vous avez tant d'argent qui est dépensé sur le marketing autour de l'alcool? On a eu beaucoup de clarté de la part de la population vers 2001-2005. La population se serait vraiment rendue compte qu'elle buvait trop. C'était évident dans les rues. C'était vraiment les derniers jours de l'Empire romain, hein, c'était la même chose. Et je crois que la population s'est vraiment rendue compte qu'il y avait un problème. Et quand le gouvernement s'est tourné vers le secteur pour résoudre le problème, tout le monde s'est bien rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Et ça a été effectivement le cas. Et quand le leadership s'est levé par rapport au contrôle statutaire, on a fait beaucoup de campagnes sur certaines des mesures spécifiques également. Et avec un grand soutien et un soutien très fort pour les mesures anti-publicité. Donc, on a mis en place une tactique traditionnelle de plaidoyer, mais ça a été vraiment tout un parcours. Très bien, merci beaucoup pour votre contribution.